Écoutez, je vous remercie beaucoup d'accepter de venir mes cobayes, parce que c'est ça l'idée. Vous allez être mes cobayes d'une expérimentation que je vais faire avec vous, qui va être un truc improvisé totalement, qui risque d'être un chaos. T'as pas à avoir peur, pas à avoir peur. Ça risque d'être un chaos organisé. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des signes, puis vous allez essayer de répondre à ces signes-là. Comme si j'étais une partition vivante. Mais sauf que je ne sais pas qu'est-ce que vous allez jouer. C'est ça qui est intéressant de la patronne. Par exemple, là, si je fais ce signe-là, ça va être un Do. Est-ce que vous pouvez me jouer un Do? Je veux juste entendre, voir ce que ça fait. Disons, la façon que je fonctionne, c'est que je montre le signe à tout le monde. Et quand je fais ça, vous jouez. Je m'appelle Éric Desranleau, musicien autodidacte. Et je suis natif de Coteau-du-Lac. 4, 3, 1. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Ah, ouais, un étudiant assez discret. J'étais pas vraiment... on avait une petite gang d'amis artistes. Je considère qu'à l'époque, c'était une polyvalente de sportifs. Et donc, on était une toute petite gang d'à peu près une dizaine de personnes qui faisions de la musique dans les couloirs, en fait. Puis on s'occupait du spectacle de fin d'année. Fait que notre moment de gloire, c'était à la fin de l'année. C'est à la fin de l'année que le monde nous se rendait compte. « Ah, vous existez, vous autres! » C'est ça. Fait que c'était à la fin de l'année. J'avais fait pas mal de spectacles avec Luc Roy, entre autres, qui lui animait. Puis moi, on faisait une parodie de Bobino. Et Bobino, qui est une vieille émission là, pour les plus jeunes, où il y a un monsieur avec un chapeau de forme et sa marionnette. Et puis, à chaque fois, Bobino disait « Télécino, fais-nous tourner un petit bout de film. » Et là, moi, je faisais les bruitages. J'étais en coulisses, en train de faire une imitation de Télécino ou de Camério. Puis, c'est pas mal ça. J'avais pas de band. Je n'ai eu un à la fin, on jouait du Rush. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est dur à jouer. On voulait absolument faire du Rush, on aimait ça. Mais là où j'excellais, c'était comme quand je faisais du chansonnier, dans le fond. J'arrivais pendant le spectacle de fin d'année, puis je jouais mes grands succès qui étaient des tunes de Plume la Traverse, puis Stairway to Heaven de Led Zeppelin. J'ai aucune ambition artistique à ce moment-là. Je me pose même pas la question de ce que je vais faire. Je suis allé en art plastique au cégep, à Valleyfield. En fait, je m'étais inscrit en graphisme beaucoup trop tard pour aller au cégep du Vieux-Montréal. Finalement, en fait, manque de place. Donc, deuxième tour, je me trouve au cégep à Valleyfield. Genre, je vais prendre ça en attendant, puis on verra bien, tu sais. Mais au cégep, j'ai rencontré beaucoup de chums qui sont devenus mes amis, des gens qui sont devenus mes amis par la suite, avec qui je me suis mis à faire de la musique et avec qui, finalement, ça allait bien. On s'est mis à faire des spectacles, puis les études ont pris le bord à cause de ça, parce qu'on se bouquait super bien, puis j'ai pas eu beaucoup à téléphoner, mettons. Ça a donné qu'il y a du monde qui m'ont vu dans tel événement. « Hey, on t'a vu à telle place, on voudrait t'engager. » Là, on pratique. « Hey, là, j'ai mon cours de philo. Ah, je vais laisser faire le cours de philo. » Finalement, je me suis même pas rendu à la fin de la première session. Et j'ai remis mes études à l'année suivante, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il fallait que je me rende à l'évidence que, bon, ben regarde, j'ai déjà mon métier, puis ça va bien. Fait que c'est ça. Donc, puis les ambitions artistiques sont arrivées, je dirais, plus tard, parce que j'avais toujours eu une envie de composer, mais je me considérais pas, à ce moment-là, comme un artiste. Pour moi, jouer de la musique, c'était un passe-temps et lucratif par la bande. Voilà. Donc, on l'essaye, OK?
je vous montre le signe, et là, vous jouez à ce moment-là. Vous faites rien qu'une note. On recommence. J'ai trouvé que c'était un bel accord quand même. C'est intéressant. Alors, mettons que vous avez fait tout... Ah oui, c'est ça, un petit détail comme ça. Quand je vais monter les doigts qui sont comme ça, 2 index qui montent, il faut monter d'un demi-ton en haut. Si je le fais en bas, un demi-ton en bas. Alors, disons que je commence avec votre Do, le Do de votre choix. Attention. Là, je fais ça. C'est bon, on descend. Là. Il y en a qui ont regardé. All right. Yeah! Quand je me suis trouvé dans l'harmonie de l'école, j'ai tâté du saxophone et on m'a muté au drum à un moment donné. Une année, il manquait un sax, puis moi j'ai fait « Hey, le drum, ça m'intéresse. » Fait que j'ai joué beaucoup de batterie, j'en ai acheté une d'ailleurs. Puis c'est drôle, j'ai pas fait ma carrière comme batteur, mais je suis un bon batteur. Meilleur que guitariste, bizarrement. Mais je m'intéressais à tout aussi. Il y avait un piano à la maison, hein, fait que je jouais énormément. Je repiquais plein de chansons des Beatles. Puis je faisais aussi de la musique contemporaine. Autrement dit, lire, entre parenthèses, je sais pas jouer. Je pianote. Puis là, je dis à tout le monde, c'est de la musique contemporaine. J'ai l'air super sérieux à ce moment-là. Puis, mais je m'intéressais, c'est ça. J'aimais ça, jouer toutes sortes d'instruments. Ça s'arrivait assez tôt que la guitare était mon instrument principal, mais moi, je joue du piano, je vais jouer de la basse, je vais jouer de tout ce qu'un band peut comporter. Flûte traversière aussi. J'ai eu une phase où j'avais des travaux, des emplois d'été, puis évidemment, tout l'argent servait à louer. Ah, je m'en vais chez... il y avait la musique JB Côté, à l'époque, à Valleyfield. Là, je louais pour une semaine un saxophone. Après ça, OK, j'ai encore un peu d'argent, je vais louer un synthétiseur. J'avais eu du synthétiseur chez nous, j'avais eu un synthétiseur pendant 2 semaines. Juste pour voir qu'est-ce que c'est, j'avais loué aussi un multi-piste. C'était une petite cassette qui rentrait là-dedans. Tu sais, les cassettes 4 tracks qu'on utilisait dans le temps pour enregistrer de la musique. Avec cet appareil-là, tu pouvais avoir 4 tracks puis avoir 4 tracks différentes. C'était vraiment intéressant. J'ai appris là-dedans mes premiers balbutiements de overdub. Je ne sais pas comment on dit le terme en français, overdub, mais tu sais, bon, enregistrement multipiste. Voilà. J'ai appris autodidactement comme ça. Pas eu de groupe au début parce que, comme je disais, moi, je faisais surtout du cover. On appelle communément du cover. Donc, j'avais déjà, en sortant de la polyvalente, un gros répertoire de chansons de Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, beaucoup de Québécois. Je jouais du Beau Dommage, du Harmonium, les groupes populaires de l'époque, Offenbach. Donc, j'avais déjà quand même une bonne centaine de chansons à mon répertoire. C'est pour ça que j'avais pas de difficulté à me faire engager dans les bars. Et puis, ça a fait boule de neige pendant une bonne dizaine d'années, je dirais. J'ai fait du chansonnier, j'ai joué au Pierrot, à Boîte-à-Marius. J'avais un booker qui me bookait, qui me faisait faire le tour de la Gaspésie. Je l'ai fait en solitaire, je l'ai fait en duo, je l'ai fait en trio. C'était que du cover, aucune ambition artistique. Tu comprends? Aucune... Avec quand même un petit goût de composer, je remettrai ça plus tard, je vais apprendre d'autres tunes, puis tout ça. Puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un point de saturation qui... parce que jouer dans les bars, c'est quand même toute une école, dans le sens que c'est très difficile. Si tu joues pour des gens qui ne veulent pas vraiment nécessairement te voir, puis qui sont aussi dans un état très altéré. Des fois, il peut arriver des mésaventures, comme par exemple une fille, à un moment donné, qui commence la soirée en me disant « T'es mieux d'être bon ». Là, tu fais « Yeah, c'est le fun, ça ». Un peu plus tard, alors que oui, je suis bon, et que ça va au bout, puis que tout le monde se met à danser, elle danse sur un des subwoofers, espèce de gros speaker, et elle tombe dans mon équipement. Badang, dans les disquettes, Voilà. Donc, il arrive des trucs de même. J'ai passé le reste de la soirée à la consoler, la pauvre petite qui s'excusait. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Mais bon, point de saturation. Ce qui a fait que
À un moment donné, moi, je me suis retrouvé avec des colocs à Montréal, avec du monde qui était plus créatif que moi. Et c'est là que j'ai commencé. Je dirais, là, je devais avoir 24-25 ans à peu près. Là. Puis là, j'ai commencé à considérer ça un peu plus sérieusement, créer mes propres trucs. J'avais déjà des idées qui me traînaient dans la tête, mais là, j'ai décidé, bon, ben OK, on va commencer à les mettre dans la réalité. C'est un grizzly qui court dans les rues. C'est un grizzly, la dépourvue. De puissants lasers qui lui sortent des yeux, tremblement de terre et des édifices sans feu. Ça a donné une expertise en improvisation dans un premier temps parce que je faisais beaucoup d'expériences dans mon appartement. On invitait du monde qui venait improviser des chansons, qui venait improviser du théâtre. On faisait aussi des séances de masques, des trucs de même, des gros jams de peinture aussi. Donc, ça a été une bonne période. Et à un moment donné, mon ami qui était à la porte, d'ailleurs, avec qui je suis venu à la Polyvalente ici, lui, il s'est retrouvé comédien dans la Ligue d'improvisation montréalaise, qui n'est pas la LNI, je dois dire. Là. Et la Ligue d'improvisation montréalaise, qui est une ligue qui a sévi à partir de 1992 et qui a vu naître bon nombre d'humoristes, comme Laurent Paquin, Martin Petit, les Bizarroïdes, Anaïs Favron était là-dedans. Il y en a d'autres qui m'échappent, mais... Et mes aïeux, évidemment. Stéphane Archambault était là-dedans aussi, et Fred. Donc, j'ai commencé à faire de la musique pour eux, Ligue d'improvisation, en tant que musicien. Et c'était les débuts des musiciens dans des ligues d'improvisation. D'habitude, la LNI, c'est théâtral. Le musicien n'intervient pas du tout à ce moment-là. Il fait juste intervenir entre les impros pour garder une ambiance, pour que le monde applaudisse puis tape des mains, pendant que les gens votent, par exemple. Là, il m'arrivait avec ça. La ligne me dit « On veut que tu interviennes dans les improvisations ». Et au début, j'étais très timide parce qu'il y a des joueurs et des joueuses pour qui ils étaient très, très d'accord avec ça. D'autres qui ne voulaient rien savoir. Donc, il fallait que je gauge un petit peu. Tu sais, OK, toi, t'aimes moins ça, je vais t'en mettre moins. D'autres me disent, ah, je joue pareil. Donc, ça a quand même été très intéressant, par exemple, parce que ça a duré 5 ans, puis j'ai forgé pas mal ma façon d'intervenir dans des improvisations. Puis quand je me suis retrouvé à la LNI beaucoup plus tard, on m'a appelé, évidemment, pour rejoindre... Je suis dans la LNI maintenant depuis 20 ans. D'emblée, dès la première année, la deuxième année... Yvon Leduc, un des cofondateurs de la LNI, m'a appelé et m'a dit embarque quand tu veux. On voit que tu empiètes pas sur l'impro, par exemple. Ça, c'est bien important. Tu écoutes ce qui se passe. Tu sais quand arrêter, tu sais quand commencer, etc. Fait que j'ai probablement... Je ne sais pas si c'est moi qui ai amené ça, mais selon mes pairs qui font de l'impro avec moi depuis, tabarouette, 92, quand même. Ça ne nous rajeunit pas. Puis, donc, ils m'ont dit, non, tu es probablement un des piliers au Québec, du moins. Peut-être pas au monde, mais au Québec. Écoute, pour rentrer dans une impro, premièrement, il ne faut pas que tu aies peur de proposer un truc. Des fois, ils vont le catcher, des fois, ils ne le catcheront pas, mais ça reste quand même une musique d'ambiance. Puis moi, je le suis un peu comme une chanson. J'écoute le débit des joueurs, s'ils s'énervent un peu plus, puis je vais suivre ça. Il faut que tu saches quand t'arrêter. C'est ça, je pense que c'est une affaire qui est bien importante, c'est de savoir où est-ce que je peux. Puis quand t'arrêtes, le joueur, il n'a pas le choix de dire la réplique. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas le choix d'être bon à ce moment-là. Mais moi, je suis le mood. Je pense que... Moi, il y a une affaire que j'ai faite beaucoup dans mes années de la LIM et que je fais encore aussi, c'est que je regarde beaucoup de films. Puis j'écoute ce qu'il y a comme trame sonore en dessous. Comment est-ce que ça embarque? Quand est-ce que ça arrête? Puis tu cherches la phrase. Quand tu fais de l'impro, c'est ça. Tu les écoutes parler, tu cherches la phrase à un moment donné qui va faire un truc qui est un punch, un point de fuite. Ou,
Et puis, il faut que je l'embarque à ce moment-là. Je sais que c'est là, j'ai les mains prêtes, puis j'attends rien, puis là, ah, OK, c'est là que j'embarque. Puis ça lève en général. C'est pas grand-chose, tu fais pas grand-chose, mais ça devient comme un décor sonore de l'improvisation. Parmi les autres rencontres que j'ai eues, il y a eu Christian Vanasse de la Ligue d'improvisation montréalaise à l'époque, mais qui maintenant est un chroniqueur avec qui je fais Radio LNI. C'est tout nouveau d'ailleurs, à Radio-Canada. Puis lui, il a fondé un groupe d'humoristes qui s'appelait les Apartistes. Et puis je suis devenu directeur musical là, et c'est là que j'ai rencontré d'autres musiciens qui sont devenus comme mes grands chums par la suite. Jean-Sébastien Nicole, qui est le batteur des Locaux Locaces, puis Benoît Rochelot, qui lui joue avec une multitude de... Écoute, il a joué avec Tricot Machine, les trois accords. Là, il est présentement avec Émile Proulx-Cloutier. Et moi, il y avait un truc que j'avais envie de faire depuis très, très, très longtemps. Là, on parle de... Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Ça s'appelle les Wonder 3-4. C'est un... En fait, c'est né de la LNI. À chaque fois que je faisais des improvisations chantées, il arrivait deux trucs. À la fin de l'improvisation, on se disait « Hey, ça aurait pu être une chanson. » Ça aurait pu être une vraie chanson qu'on entend à la radio. Et l'autre truc qui arrivait, c'est « Ah, j'aurais aimé ça que le drum embarque. Mais je suis tout seul au piano, je suis tout seul à la guitare. » Puis « Ah, t'as pas voir Ah, mais ça aurait été le fun, des brasses qui embarquent là-dedans. » Je pensais tout à une structure que, évidemment, le public ne peut pas avoir accès parce que je fais juste jouer du piano ou de la guitare. J'ai fait « OK, je vais monter un groupe de musique qui fait que des improvisations chantées. » Fait que là, je me suis doté de 5 musiciens. Il y a 2 chanteurs qui improvisent les paroles. Et moi, je dirige avec des signes. Donc, pour diriger les improvisations, j'ai des signes qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La mineur. Je vais dire à un musicien, fais-moi un solo. Jouer punk, joue funk, joue reggae. Joue, puis monte d'un demi-ton, monte d'un ton, monte le volume, vitesse, etc., etc. Et je peux isoler tout le monde, puis on s'arrange pour faire des impros qui vont durer environ 3 minutes, 3 minutes et demie, le temps d'une chanson. Un standard, couplet-refrain, un truc, couplet-refrain. C'est genre, tu vois. Puis ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est vraiment, c'est un de mes projets dont je suis le plus fier. Pour mes aïeux, on revient à la Ligue d'improvisation montréalaise. Il y a Stéphane Archambault et Frédéric Giroux qui sont colocs et qui sont dans la même équipe aussi et avec qui, à chaque fois qu'on fait des matchs, wow, on a du fun au bout. Ça reste quand même un an et demi de « OK, on apprend à se connaître, puis tabarouette, on a beaucoup de choses à s'apporter. » Eux composaient déjà dans leur appartement, mais ils n'étaient pas capables de finir leur tour. C'est le premier souvenir que j'ai. Ils m'invitaient, je disais, hey, on a tel tune, hein, il me semble, un tabarouette, il manque de quoi. Je disais, hey, tu pourrais faire ça. Ah, OK, puis là, OK. Puis là, je finissais comme leur tune. Ça reste de même, là, tu sais. Ça reste juste, on va chez eux, on mange, on boit du vin, on joue de la musique. Aucune ambition, encore une fois. On a juste du plaisir. T'sais. À un moment donné, Stéphane lui disait à tout le monde, j'ai un band. C'était pas vrai, dans le fond, il y avait juste lui puis Fred, dans le fond. Tu comprends-tu? Ah, j'ai un band, ouais, on compose des tunes, tu sais. Puis à la fin de l'année, à la fin de la saison, il y a toujours un spectacle dans la Lime qui s'appelait le Gala des agrumes. Et qui était un gala interne. Le public n'était pas vraiment invité, c'était juste entre nous, on se fait un petit show pour rire, bien cuit, puis avec des numéros. Et Stéphane Roy avait dit à Stéphane, « Hey, ton band... Ah ben oui, c'est vrai, on n'a pas de band. Fait que là, Éric, viens-t'en, là, t'as cherché un autre drummer que Fred connaissait. Puis ça a été monté, on a fait 3 tunes devant un public qui avait l'air à s'en foutre bien raide. Non, ça marchait, mais c'est comme, OK, ben, ça reste de même.
On a décidé de continuer. Après ça, hey, on répète encore. On va essayer de faire un autre événement, peut-être. Puis Stéphane puis Fred, ils composaient, tabarouette. Ben, crime. On est rendu avec un répertoire qui peut tenir un show. On faisait beaucoup de covers là-dedans, des chansons de Louise Forestier, de la bottine souriante, des trucs comme ça. Et c'est ça, je pense que le premier show officiel, c'était dans une exposition de poterie. C'est vrai. Le batteur, Marc-André Paquet, sa mère faisait de la poterie, puis elle organisait des gros symposiums, puis OK, on allait jouer là, donc on jouait devant nos amis, devant les amis de deux amis, puis comme c'est des amis, ils nous disent tout « Hey, c'est bien bon, c'est bien bon ». On a joué aussi au Fromentier, qui est une boulangerie, puis on était payés en pain. Ça a été ça au début. Là. Mais je pense que le déclencheur, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve à Baie-Saint-Paul. On avait des amis qui faisaient une pièce de théâtre là-bas, de théâtre d'été, puis une des comédiennes qui jouait là-dedans, hey, ça vous tente-tu de faire un petit set après? Là, vous allez jouer devant de parfaits inconnus. Puis, à la fin de ça, c'est là qu'on s'est dit, OK, là, les parfaits inconnus ont aimé ça. Ils ont tripé. C'est à partir de ce moment-là qu'on a dit, bon, OK, faisons-le sérieusement maintenant. Le groupe avait peut-être 1 an et demi d'existence à ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à le faire plus sérieusement. OK, on essaie de faire un album avec ces chansons-là, qu'on est allé distribuer nous-mêmes dans les magasins de disques, à pied. On est allé à Radio-Canada, dans les radios commerciales pour le donner. Puis c'est juste Radio-Canada qui l'a pris. On allait porter une caisse aussi chez Archambault, puis on avait vendu, parce qu'il y a des gens qui, c'est ça, on commençait à faire quelques shows, quelques festivals. Écoute, ça a été un travail de longue haleine. Ça a pris 3 albums avant de connaître ce que le grand public appelle le succès, qui pour nous, on s'en foutait un petit peu. Pour nous, juste le fait de jouer devant du monde puis que le monde a du fun, pour nous, ça, c'est un succès. Tu comprends? C'est juste ça. Là. À un moment donné, on était dépassé un peu par les événements, par « Hey boy, ça va vite, là, la patente », puis je tiens pas à donner tout le temps mon opinion devant une caméra. Tout ce genre de Bataclan et de cirque médiatique, j'avais de la misère à dealer avec ça, moi, personnellement. Je trouvais ça trop too much. Stéphane n'avait pas de trouble avec ça, mais lui était habitué avec ça, mais tabarouette... Ça devient... ce que je trouvais bizarre, c'est que, OK, les médias vont s'intéresser à un artiste parce qu'il a du succès. Pas nécessairement pour son contenu. Je dis pas ça contre vous autres, là. Quand on a sorti des Générations, ça n'a pas pogné. Ça a pris, je dirais, 2 ans avant que ça poigne. Probablement par une petite poussée de Star Academy, parce qu'il y avait un gars de Star Academy qui l'avait fait, puis ça a probablement aidé à la popularité de la chanson. Ceci dit, à ce moment-là, nous, on jouait au Métropolis, on jouait au Spectrum, on remplissait ces salles-là sans aucune aide radio. On a eu une base de fans, bouche à oreille, on remplissait les salles. On sort en famille, on sort de Générations, on fait même un clip avec, 0 open bar. Pas grave, on continue notre 2 ans de tournée. Et puis, on sort un autre album, qui est un album live, Tire-toi une bûche. Et c'est à ce moment-là que, hop, des Générations poignées, puis là, hop, tabarouette, les ventes de disques, je sais pas trop, là, des grosses ventes de disques, bref. Et ça a provoqué le fait que, OK, on va poursuivre notre tournée. Fait que ça a duré plus que 2 ans, ça a duré peut-être 3 ans, 3 ans et demi. Et on a décidé de faire une sabbatique après. Parce que ça faisait, le band avait déjà 10 ans d'existence. Et c'est pendant cette sabbatique-là que j'ai commencé à travailler sur mon projet des 1, 2, 3, 4. Si bien que j'étais tellement emballé par ce projet-là que quand je suis revenu, on est revenu après 1 an, on a commencé à faire de la musique.
j'étais moins là. J'étais moins présent, j'étais physiquement là, mais ma tête était dans mon projet des 1, 2, 3, 4. Et ça paraissait peut-être un petit peu trop. Puis la chimie était plus, tu sais, je sais pas, hein, le fait qu'on était, je sais pas pourquoi, mais c'était plus aussi, j'étais plus intrinsèquement prédisposé à jouer avec mes aïeux. Ça me tentait, mais j'avais tellement trop la tête dans les Wonders qu'à un moment donné, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et puis là, j'ai fait « J'ai le goût de faire un bout. J'ai le goût de m'en aller. » Puis là, je voulais prendre un break. Le break a duré 1 an. Puis je n'étais pas le seul, d'ailleurs. D'autres membres aussi ont parti des projets, puis ont manifesté le fait que « Hey, j'étais bien. » J'étais content de faire... C'est un peu normal. Je pense que tous les bands passent par là. C'est qu'à un moment donné, tout le monde veut faire leur propre projet. Puis c'est un petit peu normal aussi. T'sais. Fait que... Mais je regrette absolument pas mon passage avec eux autres. Ça a été mon Star Academy, en quelque part. Quand j'ai quitté, j'ai décidé de me mettre en danger. Yeah! 2, 3, 4. Je pense que propager montrer aux jeunes que plus que ce que les radios veulent bien nous montrer, que la musique, c'est un truc qui est très vaste, qui va très loin, puis il ne faut pas avoir peur aussi de s'en foutre un peu quand on veut faire de la musique. T'sais. Moi, mes artistes préférés, c'est des artistes qui ont toujours été anticonformistes. C'est ces artistes-là que je préfère. Les artistes qui ont leur couleur, le chemin est beaucoup plus dur, mais je trouve que ça vaut plus la peine que de décider de faire un truc que quelqu'un, de devenir un clone, si tu veux, de ce qui existe déjà, pour avoir un succès facile. Moi, je préfère le contraire. Les Beatles, ça a été la même chose. Les Beatles sont arrivés avec une couleur qu'il n'y avait pas à cette époque-là. Puis ça a engendré... C'est justement, beaucoup de musiciens se disaient « Ah! OK, on peut faire des trucs de même. » Ah oui, tu peux faire des trucs de même. Tu as le droit. Tu as le droit d'essayer des affaires. Tu n'es pas obligé de te confiner dans le petit cube. Tu peux t'éclater. C'est important. Change la cadence pour se rendre à l'évidence.